Bonjour à tous, très chers fans de catch, ici Kozak et aujourd'hui nous parlons de la nuit de WrestleMania qui a eu lieu hier, le 2 avril 2023. Et quelle WrestleMania, quelle nuit! C'était immense, c'était l'ascenseur émotionnel, mais nous allons parler de tout ça segment par segment, match par match. Nous allons revoir ce show une seconde fois avec ma voix par-dessus. On va retracer tout ça, analyser tout ça, en commençant par le commencement. Brock Lesnar affronte Omos dans l'opener. Ce match, la construction a été très simple. À la base, Bray Wyatt devait affronter Brock Lesnar. Brock Lesnar a dit non, 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 c'est hors de question, je travaille pas avec cet attardé. Je préfère Omos. Je pense que Bray Wyatt l'a très mal pris. Et c'est bien, il doit se remettre en question. C'est chouette s'il l'a mal pris. Et on a donc Brock Lesnar face à Omos pour ce que je pensais être un match feu d'artifice, un match explosif de courte durée, puisque c'est dans ce domaine que les deux catcheurs peuvent le plus briller. Et c'est exactement ce que c'était. 5 minutes de match d'opener explosif, où Brock a complètement mis over son adversaire Omos. La foule était présente, la foule était chaude, elle était prête à encourager Brock, et Brock a rendu Omos extrêmement impressionnant. Dès le début, il se fait malmener par Omos qui paraît comme une montagne insurmontable. Brock, il s'élève comme pas possible, et c'était chouette de le voir dans cette position quand il se prenait les B-Rock d'Omos, il était là en train de sceller, de sceller, de sceller. C'était super chouette, on n'a pas l'habitude de voir Brock ici. Donc Omos a fait tout un travail sur le dos de Brock Lesnar. Brock Lesnar faisait des faciès incroyables. Les têtes que fait Brock Lesnar sont toujours légendaires. J'en ai un paquet en fond d'écran. Il me fait toujours autant rire. En même temps, il est tellement... On y croit tellement à sa tête, c'est fou. Mais Brock revient enfin à la 4ème minute. Une série de German suplex, puis tentative de F5, mais échec parce qu'il a trop mal au dos et qu'Omos c'est trop lourd. Mais il réussit une seconde fois et là il réussit à faire son F5 pour 1, 2, 3, la victoire. C'était exactement ce qu'il fallait faire. C'était le bon placement, un opener explosif de courte durée où les deux catcheurs peuvent briller, où on cache les lacunes d'Omos en particulier et où Brock Lesnar utilise son star power pour élever Omos, même si ce dernier perd le match. C'était exactement ce qu'il fallait faire, il n'aurait pas pu mieux faire. C'est tout simple, il n'aurait pas pu mieux faire. C'est ce que Brock Lesnar voulait. Omos, je pense qu'il a été ravi de partager ça avec Brock Lesnar. Bravo Triple H pour cette position dans la carte et ce booking d'un match qui a fait le travail. On n'en entendait pas plus. Bon opener. Et suivant, tout comme les hommes, nous avons le Fatal 4-Way féminin, le Tag Team Showcase. Et malheureusement, même placement sur la carte que les hommes la nuit dernière, même type de match que les hommes, forcément ce match a souffert énormément de la comparaison avec celui des hommes. C'était clairement moins bien. Et j'avoue tout de suite, ce n'est pas une question d'homme ou de femme. Le fait est qu'hier, Charlotte Flair et Rhea Ripley, je le répète, ont eu le match de la soirée selon moi, pour la nuit 1. Ce n'est pas un problème d'homme ou femme. Les femmes sont tout autant capables que les hommes d'avoir un immense match de catch. Le fait est qu'elles sont beaucoup moins nombreuses à être à la hauteur. C'est un fait, c'est ce que je trouve, je suis désolé de le dire. Et ici, on a vu malheureusement la différence énorme, le trou, le gap énorme qui sépare Rhea Ripley, Charlotte ou Becky Lynch du reste du roster. Il y a un gap gigantesque. Fatal 4-Way, où seulement deux lutteuses sont sur le ring, ils ont voulu préserver Ronda Rousey et Shayna Baszler qui sont les seuls qui ont du star power. Enfin non, Ronda Rousey est la seule qui a du star power, c'est la seule qui va attirer des pops de la foule ou de la hit dans le ring à WrestleMania, c'est la seule qui est capable de ça. Et ils ont préservé Ronda et Shayna au début du match, ce qui est logique pour que quand elles arrivent, la foule pop et que ça devienne intéressant. C'est normal. Mais du coup, le match manquait clairement de star power. Et il arrive un problème, c'est que très vite, Shayna Baszler s'est blessée au pied. Alors ça n'était pas filmé par les caméras, c'est pas forcément vu, mais quand la rappeur est la fin, Shayna Baszler avait une blessure au pied, elle avait enlevé sa botte et clairement elle boitait. Elle ne pouvait plus catcher. Et je pense que les femmes ont dû changer les plans en plein match, puisque Shayna devait jouer un rôle essentiel. Donc on a un match un petit peu brouillon, où du coup, Ronda et Shayna, les deux plus grosses heels, les deux femmes les plus dominantes, les mieux vues pour gagner, ne sont pas présentes, puisque Shayna est blessée. C'était donc trop long, pas très fluide. Je ne sais pas à quel point la blessure de Shayna a bouleversé le match, à quel point elles ont dû improviser, j'en ai aucune idée.
Le fait est que, je suis peut-être un peu méchant, ce n'était pas nul comme match, c'était pas mauvais, c'était pas une calamité, mais on est clairement en dessous du niveau de qualité exigé pour un WrestleMania. Et encore une fois, je ne sais pas à quel point la blessure de Shayna Baszler a impacté la qualité du match. Le fait est qu'à la fin, Shayna remonte sur le ring, je ne sais pas à quel point elle avait mal, mais elle a réussi tant bien que mal à faire un coup de genou en boitant. C'était un peu fake, mais en même temps, on ne pouvait pas faire mieux, c'est directement raciste. Ronda Rousey a enchaîné avec son armbar pour une victoire automatique. Ronda Rousey a rien fait du match, elle a juste fait un armbar. Pour vous dire que le match, encore une fois, a été vraiment perturbé par la blessure de Shayna Baszler. Mais bon, malgré un résultat, malgré un match franchement pas ouf, dû forcément à une blessure, mais aussi à un manque clair de star power pendant le match, c'était le bon résultat. C'était le bon résultat, et ce qui va être intéressant, c'est la suite. Parce que le programme Ronda Rousey, Shayna Baszler face à Becky Lynch et Lita, bon ça on s'en fout un peu, mais face à Becky Lynch, une sorte de revanche, ça peut être très intéressant. Ça peut être très intéressant, la suite sera incroyable, et j'espère que la blessure de Shayna Baszler n'est pas trop grave. Je l'espère, parce que ce serait dommage que ça mette en péril ce programme que l'on attend quelque part. Et c'est l'heure du championnat intercontinental. Gunther défend face à Drew McIntyre et Sheamus. Si vous avez suivi mes vidéos, vous savez ce que je pensais de la construction de ce match. Je trouvais ça dommage qu'on arrive à un triple threat. Gunther s'est établi en tant que champion dominant dans des 1v1 et je trouve qu'il pourrait mettre très facilement over un babyface dans la défaite comme dans la victoire, en ayant des 1v1 tout le temps, avec un match de catch brutal. Comme il l'avait eu face à Sheamus à Clash of the Castle. Un même type de match. Et franchement, j'avais hâte de voir un match de catch 1v1, Drew McIntyre face à Gunther à WrestleMania. Ça aurait été génial, ça aurait été fou. Mais ils ont décidé de faire un triple threat, ce qui me dérangeait un peu, et la construction s'est un peu perdue. On a peu véritablement une rivalité contre Gunther, on a une rivalité entre Drew McIntyre et Sheamus, avec Gunther qui gravitait, alors que c'est lui le champion. Donc, une construction qui m'a pas vraiment plu, mais je savais que même si ça aurait pu être mieux, si ma hype aurait pu être plus grosse, j'ai quand même là un match avec 3 gros monsieur un peu bourrins, un peu brutal, qu'on adore, qui vont se foutre sur la gueule en même temps. On va avoir un bon match. Et c'est exactement ce qu'on l'a nu. Des gros monsieur qui se foutent dessus, sans tricher, des grosses chopes, des torses en feu. C'est un combat. Et j'ai rien à dire à part vous dire d'aller voir ce match. C'est brutal. C'est brutal, on y croit. On voit la douleur, on voit la rage, on voit tout ça. Des chops, des kicks, des powerbombs. Juste 3 gros heavyweights qui se foutent sur la gueule pour de vrai. Drew McIntyre et Sheamus ont un peu un moment pionnier où Drew McIntyre a empêché Sheamus de gagner en le tirant alors qu'il avait la victoire entre les mains. On a vu l'émotion sur leur visage, à quel point ils étaient testés, à quel point Sheamus était dégoûté de ce qu'avait fait Drew McIntyre. Mais c'est là où je veux en venir, c'est que la foule était un peu haute pour Sheamus. Elle n'était pas trop pour Drew. Gunther était clairement le heel, mais je pense qu'avec un 1v1, on aurait pu avoir une foule beaucoup plus unie derrière le babyface, que ce soit Sheamus ou que ce soit Drew McIntyre. Si on avait seulement l'un des deux qui affrontait Gunther, on aurait pu avoir une foule beaucoup plus unie face à Gunther. Je démordrai pas, pour moi on est passé à côté d'un plus gros banger, même si le match était très bon. Au final, Gunther profite de la tension qui anime Drew et Sheamus entre eux pour prendre la victoire et faire le tomber pour conserver son titre intercontinental. C'était la bonne décision puisque je ne voyais, pour moi, une personne doit arracher le titre de Gunther en 1v1. Il ne faut pas de triche, il ne faut pas faire un pinailleur. Gunther c'est suffisamment établi comme un boss final, tout comme Roman Reigns. Il doit se faire battre en 1v1. Point barre. C'était le bon résultat, le match était à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre. Dommage pour la construction, mais ça on ne pouvait plus rien y faire, malheureusement. Ils ont été à la hauteur de ce qu'on attendait d'eux. Et maintenant, c'est Bianca Belair qui va défendre son titre de championne d'Euro face à Asuka. Je suis déjà revenu beaucoup de fois dessus, je trouve que Asuka et Bianca Belair sont des catcheuses extrêmement talentueuses d'un point de vue athlétique. Elles sont capables de faire de grands matchs toutes les deux et de faire de grands matchs avec tout le monde à peu près. Ce sont vraiment de très bonnes catcheuses d'un point de vue athlétique. Par contre, les deux souffrent clairement au niveau de leur promo. Les deux sont incapables de construire un programme efficace, de construire une véritable rivalité. Elles en sont incapables. Elles ont essayé plusieurs fois. C'est toujours cassé la gueule. Au micro, ce n'est pas ça. Asuka ne peut pas parler. Elle est étrangère. Il y a beaucoup de mal avec l'anglais.
Et Bianca Belair n'est pas une bonne actrice et clairement est trop gentille. C'est très compliqué de la faire énerver, de faire de vraies rivalités, de la rendre vraiment en colère face à ses adversaires. Cela étant dit, on a une construction de merde, mais on savait que ce match pouvait style de show par la prestation des deux lutteuses. Avant de parler du match, parlons de l'entrée, puisque j'ai appris par Triple H en conférence de presse que quand Bianca Belair fait son entrée avec tous ses enfants qui portent la tresse de Bianca Belair et qui la tournent, voilà, c'est un peu leur héroïne, c'est chouette d'avoir ça, toutes ces gamines qui ont une héroïne. Triple H a avoué de manière très émotionnelle que l'une de ses enfants qui était sur la rampe avec Bianca Belair avait perdu sa mère le matin même. Le jour même, le matin, une des gamines avait perdu sa mère était morte, et elle a quand même décidé de venir sur la rampe et de faire tout ça, de partager ce moment avec Bianca Belair. C'est très émouvant. Je pense que cette gamine vit l'enfer, et comme le disait Triple H, c'est notre job, c'est d'apporter des sourires et de la joie, et que des enfants partagent des moments, même dans les journées les plus dures de leur vie. Elle ne vivra jamais plus dur que ça. Donc une énorme pensée à cet enfant qui a eu partagé ça avec Bianca Belair. Je ne savais pas en voyant l'entrée, en voyant le match, et après quand j'ai appris ça par Triple H, j'étais sur le cul. C'est bravo à cette petite, du courage à elle, et c'est horrible ce qui se passe. C'est horrible à vivre, mais c'est la vie est comme ça malheureusement, et bref. Il faut passer à autre chose, je sais, pour parler de catch, mais il fallait que j'en parle. 17 minutes de match. Et c'était sympa, mais putain, ça manquait d'émotion, hein. Ça manquait d'émotion. C'est terrible, ça me fait chier parce que il y avait du bon catch, des bonnes offenses, mais c'est tout. Il y avait du selling, tout ça, elle faisait des efforts, il y avait des bons contres, etc. Mais je n'encourageais aucune lutteuse, je n'étais pour aucune lutteuse. J'avais aucune raison d'en soutenir une plus que l'autre. J'avais deux babyface qui faisaient un combat, qui se foutaient sur la gueule, mais qui montraient peu d'émotion. On était clairement en dessous de Rhea versus Charlotte, où on s'en rappelle hier. La rage, la frustration, l'envie, la hargne. Hier, ça transpirait d'émotion sur le ring. Là, c'est juste deux meufs qui font un bon petit match de catch, sympa, mais zéro émotion, zéro bataille, je ne la ressens pas. Et oui, ce match souffre énormément de la comparaison avec la prestation de Rhea Ripley et Charlotte Flair. Énormément. Et c'était ce que je reprochais à Bianca et Asuka pendant toute la construction. Oui, ce sont des bonnes catcheuses athlétiques, elles font des trucs incroyables, je ne dis pas le contraire, elles sont clairement au-dessus d'énormément de femmes dans le monde du catch, d'un point de vue purement athlétique, mais elles sont incapables de construire une rivalité, et la preuve en est ce match qui n'avait que très peu d'émotion. Et encore une fois, c'était pas catastrophique, c'est un bon petit match, ça fait le taf. Mais putain, tu peux avoir tellement mieux, c'est WrestleMania, tu peux avoir une putain d'histoire, et... Ah, c'était décevant. C'était décevant, je trouve, par rapport à ce que nous a proposé Bianca Belair par le passé. Le final quand même est sympa, avec Bianca qui résiste à l'armbar de Asuka et qui arrive à enchaîner sur un KOD. Victoire de Bianca, évidemment c'était la bonne décision, il ne fallait absolument pas mettre le titre sur Asuka qui, comme je le dis, ne peut pas construire de rivalité et de programme. C'est une bonne lutteuse pour mettre over de talent, c'est une bonne péripétie Asuka. Ce ne peut pas être une bonne championne. Elle ne l'a jamais été une bonne championne. Sauf à NXT. Bon, NXT a très peu de promos. Et bref, je vais pas revenir sur NXT, mais le modèle de visionnage est très différent du main roster. On n'est pas sur la même qualité de diffusion. On est sur un modèle de match, très peu de promos, et avec plein de nouveaux talents qui arrivent. Au sein du main roster, il y a très peu de nouveaux talents qui font leur entrée. Pas un point de vue aussi dingue qu'à NXT à l'époque. Donc, il faut... Vu qu'il n'y aura rien de frais pour le spectateur, c'est aux champions de rendre les choses frais. Et cela, c'est par les promos, c'est par la présentation, c'est par rafraîchir toujours le modèle. Et si ton champion ne peut pas parler anglais, ne peut pas parler ta langue, et qu'il n'a pas de manager pour parler à sa place, c'est très compliqué. Bref, c'était la bonne décision, évidemment. Passons à la suite. On a de nouveau Miz sur le ring avec Snoop Dogg, excusez-moi, et... Oh, quel bordel. Oh, c'est un petit peu triste ce qui s'est passé, mais en même temps, à vrai dire, j'en ai rien à foutre parce que je suis en mode... Oh, bon, j'en parle.
Le Miz est sur le ring et se plaint qu'hier Snoop Dogg lui a fait à l'envers avec Pat McAfee, s'attendait pas, etc., etc. Et Snoop, pour résumer, il dit que c'est pas terminé et il dit qu'il a une surprise pour Miz, celle-là. Il pointe la rampe et là c'est Here comes the money, here we go, entrée de Shane McMahon, la foule pop. Mais moi je suis en mode mais what the fuck? What the fuck? Shane McMahon qui fait son entrée héroïque à WrestleMania après tout le bad buzz qu'il y a eu au Royal Rumble de l'année dernière, on s'en rappelle, où il avait lui-même booké le match, où il s'était lui-même mis over, où il était dans le carré final, on s'en rappelle. Et il s'était fait virer par Vince, son propre père, lui a fait non mais dégage, dégage pauvre merde. Genre c'est chaud. Et le mec il revient, il fait son comeback là héroïque alors que il avait un bad buzz. Il avait fait un move de sale con Shane McMahon au Royal Rumble, c'était naze qu'il avait proposé. Mais bon, il revient, la foule pop, la foule a oublié, la foule est contente de voir Shane McMahon, et du coup il y a un match Miz face à Shane McMahon, encore une fois Snoop Dogg rend ça officiel, la cloche sonne. Shane directement il envoie les pires punchs du business, hein, il adore les faire, on a beau lui dire qu'il a le pire punch du business, il continue à les faire parce que lui il y croit. Il se met à plat ventre, il saute en faisant un leapfrog et à l'atterrissage, il se blesse. Je pense qu'il doit se tordre le genou, il a dû se casser le genou. Je sais pas ce qui s'est cassé, mais il se blesse. Il se blesse, il est au sol, il peut plus catcher. Et Miz, il est obligé de rester planté là quand on attendait à tourner autour de son adversaire en mode ah merde, ah merde, bah il est blessé, bon là dans le cul en fait, qu'est-ce que je fais? Donc la caméra reste sur Miz parce qu'elle peut pas filmer Shane McMahon qui est vraiment blessé, c'est pas un work, il est blessé du coup, elle ne le filme pas. Donc on a un Miz qui pendant un bout de temps reste là, c'est pas trop quoi faire, jusqu'à ce que, et franchement je trouve que ils ont été extrêmement réactifs quand même. Ça a pas duré trop, la gêne n'a pas duré trop longtemps, ils ont été extrêmement réactifs. Et ils ont bien rattrapé le tir. Snoop Dogg revient sur le ring et envoie un putain de punch au Miz. Miz, il le vend direct, il est KO par terre. La foule, elle pop. Et sans explication, du coup, il est un peu dans la merde. Snoop Dogg devient l'adversaire du Miz. Là, directement, il se met en position pour faire le finisher du Rock, un electrifying elbow sur le Miz. Et fait le tomber pour la victoire. Et en vrai, ils ont géré. Ils ont géré la foule parce que c'était pas prévu. Je ne sais pas à quel point ils ont improvisé la chose. Je ne sais pas si Snoop Dogg devait porter des offenses aux Miz à la base. J'en ai aucune idée. Si ça se trouve, même que Snoop Dogg catch, c'était pas prévu et il l'a fait. C'est possible, on n'en sait rien. En tout cas, s'il était pas censé catcher et qu'il l'a fait, franchement, gros big up à Snoop Dogg qui a lâché son meilleur punch, qui est resté de marbre, qui est resté hyper pro, qui a fait popper la foule en faisant le elbow. Alors ça ressemble à rien évidemment, c'est Snoop Dogg, il est vieux, et c'est pas un catcheur. Mais franchement, ils ont rattrapé le tir de super manière. The Miz, comme je dis, il sert qu'à ça, à élever des stars, élever des machins comme ça, pour ce genre de spot. Il y a moyen, à vrai dire, si Snoop Dogg n'était pas prévu à la base, et que ça aurait été Shane McMahon qui pulvérise le Miz, franchement, je suis content qu'on ait eu ça à la place. Je préfère 1000 fois avoir Snoop Dogg qui fait le move du Rock et qui étale The Miz plutôt que Shane McMahon. Si Snoop Dogg n'était pas prévu, franchement, quelque part, c'est peut-être une bénédiction que Shane se soit blessé. Enfin bref, Shane, il devait pas... Le mec, il a 53 ans, il devait pas se tenir suffisamment en forme, il continue à faire des moves qu'il faisait. Il est plus jeune, Shane McMahon, hein, son corps ne peut plus tenir, ne peut plus faire ce genre de performance. Il a pas dû assez se préparer. J'en sais rien. Après, il est quand même en bonne shape, hein. Mais 53 ans, regardez ce que fait Chris Jericho. Chris Jericho, il passe pas son temps à faire des leapfrogs, etc. Il passe son temps à marcher et à faire le strict minimum. Et c'est normal. Parce qu'à cet âge-là, il faut préserver son corps. Il faut faire extrêmement attention. Bon, bref, c'était un beau bordel. À la base, c'était un petit match de transition comme hier. Ça a été rattrapé de manière très efficace et rapide par les créatifs et le fleck de Snoop Dogg, donc bravo à eux. Et c'est l'heure du match Hell in a Cell. Edge contre Finn Balor. Ce match a une construction depuis 1 an. Ça fait 1 an au Raw après WrestleMania de l'année dernière où Finn Balor avait trahi Edge, où il avait pris sa place au sein du Judgment Day, et depuis ce jour, Edge et Finn Balor veulent se foutre sur la gueule. Cette année, ce qu'on a pu voir, c'est que Edge, il n'a plus grand chose à prouver, il est toujours over, il a de super faciès, c'est un bon worker, il est là pour élever les autres, il a une bonne promo. Quant à Finn Balor, lui, c'est beaucoup plus paradoxal.
il a un bon physique, il a une bonne gueule, c'est un bon catcheur dans le ring. Par contre, en promo, ça n'a jamais été ça. C'est au niveau de sa voix, c'est au niveau de sa manière de parler, ça n'a jamais été ça, Finn Balor, en termes de promo. Mais c'est un bon talent dans le ring. Et ils sont là pour un Hell in a Cell. Le Hell in a Cell apparaît non parce que c'est un pay-per-view qui s'appelle Hell in a Cell et qu'on a des Hell in a Cell, mais parce que un an de rivalité, c'est logique qu'ils s'affrontent dans la plus grosse cage. C'est comme ça que ça va se terminer dans le match le plus dangereux de la WWE. Du moins en kayfabe. Et le Hell in a Cell est de nouveau gris. La cage est de nouveau grise, elle est plus rouge, dégueulasse. Alléluia, merci Triple H. Ça fait directement plus impressionnant, plus énervé, plus... Bah on y croit plus en fait, tout simplement. Et c'est l'heure des entrées. Edge fait une entrée avec The Broad, avec un masque qui illumine de partout, c'est assez stylé. Belle entrée, après il revient sur son Metalingus d'Alter Bridge. On reste sur du Edge classique et c'est chouette. Balor, quant à lui, son entrée... c'est pas ouf. Alors évidemment, il a ramené le démon. Je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui sont fans du démon. Moi, j'ai jamais été fan du démon. J'ai jamais compris le démon. J'ai jamais compris ce délire de... Je suis un catcheur, je suis un peu fort mais pas trop. Mais par contre, dès que je me déguise en démon, dès que je me maquille, là, je deviens hyper fort. Là, je deviens hyper fort. On est sur un cas typique à la Bray Wyatt, hein, c'est pareil. Il a pas le physique pour le justifier, mais juste avec de la peinture, il devient beaucoup plus fort. Ça a aucun sens. Donc, j'ai jamais été fan du démon. Il peut se permettre de se maquiller pour se prendre un peu plus pour un démon. C'est un peu... Mais on dirait un gamin qui se maquille, quoi. C'est un peu ce qu'on ressent, quoi. Bref. Jamais été fan de ça. Et rien que dans l'entrée, il en fait trop, malheureusement. La musique est cool, l'apparence est cool, le look est cool. Je dis pas le contraire. Mais les langues, il fait... Comme ça, là, c'est un peu cringe. Les fumigènes dans les bras, il y a un effet au ralenti. Dégueulasse, enfin bref... Un peu too much. Un peu too much. Et d'ailleurs, dans se dire un peu too much, je parlais du fait que la cage était de nouveau gris, c'était alléluia. Par contre, les objets, les chaises, les kendo sticks dans la cage en dessous du ring, eux, ils sont rouges et ils sont violets. Ils sont la couleur des catcheurs. Et je suis en mode, mais what the fuck? Oh putain, ça veut dire que les gars, ils ont colorié exprès les kendo sticks et les... Bon, c'est pas grave, hein, mais je suis en mode, les gars, si... Ne mettez pas une cage de nouveau en acier si pour derrière vous mettez les objets en rouge, quoi. Ou en violet, ça n'a pas de sens. Bref, le match commence. Deux mecs qui vont se foutre sur la gueule, deux mecs qui sont énervés. Et directement, j'ai vu les limites du personnage, du gimmick, du démon. Parce que dès le début, Edge chope une chaise, la frappe sur le dos du démon. Et Balor no sell. Il ne scelle pas. Dès le début. Parce que c'est un démon. Parce qu'il est maquillé. S'il s'était pris le même coup de chaise en Balor normal, il l'aurait scellé comme tout le monde. Parce que c'est normal, tu te prends un coup de chaise. Et c'est ça qui m'agace, ça ne fait pas de sens. Juste parce que c'est maquillé, le mec commence à no-sell la chaise. Mais putain, allez. Heureusement, Finn Balor n'est pas aussi attardé que Bray Wyatt. Le no-sell ne dure que sur un coup. Directement après, ça recèle de bonne manière. Mais par contre, j'aime ce que propose Edge en ce début de match. De bon faciès, et on sent que Edge, dans sa manière de se mouvoir, dans sa manière d'interagir avec les objets, on sent qu'il a de l'expérience dans la cage. Et du coup, ça marche bien. Franchement, j'ai beaucoup aimé l'attitude de Edge dans ce match. Au bout d'un moment, Edge chope une chaise et la balance sur Finn Balor. Et c'est là où le match apprend une tournure pas très cool, c'est qu'il se prend l'échelle dans le visage, il s'est pas assez bien protégé, et l'échelle l'a ouvert au niveau du front. Et ça a coupé le match. On n'est pas à la EW, on est à la WWE. Et malheureusement, les caméras ne filment pas Balor qui est clairement blessé. Il y a du staff médical qui intervient pour soigner la blessure de Balor. Et du coup, on a une coupure nette dans le match où la caméra reste sur Edge, qui est là à préparer la suite. Il ne sait pas trop quoi faire. Et là, sur le coup, on est à 2 blessures d'affilée. Juste après ça, Shane McMahon, on a Finn Balor qui se blesse et on craint le pire. On est en mode, oh non, sérieux, putain, non, pas encore. Ça fait un petit peu chier. Et c'est un peu le problème de la WWE, il ne faut absolument pas qu'il y ait de sang, hein. Je comprends au niveau des sponsors, au niveau de plein de choses, mais quand ce genre d'accident arrive à WrestleMania, et bah ça entraîne, comme j'ai dit, une coupure de rythme dans le match qui est fatale, et surtout, par la suite, quand Balor va reprendre, on va avoir une limitation des gros plans sur Finn Balor, ce qui va diminuer l'émotion du match. On va filmer en gros plan de manière vraiment efficace que Edge.
Balor va juste être un corps qui se mouvoie dans le ring, filmé de très loin. Du coup, ça baisse l'émotion. On a baisé le rythme en plein milieu du match, et maintenant on va baiser l'émotion. Et le match s'est jamais vraiment remis de ça, à vrai dire. Les spots sont cool. On a deux gars qui se foutent sur la gueule, qui s'envoient des chaises. C'est un match où vraiment il y a très peu de catch. C'est vraiment juste une série de brutalité avec des objets parce qu'ils s'en veulent, parce qu'ils veulent se foutre sur la gueule, parce qu'ils sont vraiment énervés. Ça vaut le coup, mais le problème c'est qu'à cause de tout ça, on n'a jamais vraiment ressenti le degré de violence que ce match devait atteindre. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de violence. Les officiels prennent trop de place dans le ring pour soigner Balor. Du coup, le match n'atteint pas ses objectifs. Le match devait être une montée de violence, une fin de rivalité avec deux hommes qui étaient énervés, des hommes très violents qui étaient énervés, et le match n'a jamais atteint ça. On est sur un juste milieu un peu foutraque qui marche pas vraiment. Mais Balor reprend le contrôle. Il place Edge sur une table et commence à escalader la cage. La foule commence à popper. Oh putain, il va monter plus haut, voir le coup de grâce un peu plus haut. Et là, je suis en mode, mais what the fuck. C'est... Il était sur le coin du ring, il monte sur la cage et il se met sur une petite plateforme qui ne sert à rien en toute objectivité. Et je parle dans le kayfabe, je parle que quand cette cage, c'est une cage avec des parois, et elle a une petite plateforme qui ne maintient rien. Elle ne sert à rien. Elle a été ajoutée ici exprès pour que le catcheur, Finn Balor, s'installe dessus pour faire son spot. Ça ne sert qu'à ça. Et mon problème, c'est que ça prouve qu'en voyant ça, on se dit « Quoi, mais comment ça se fait que la cage est comme ça ?» Ça nous sort du match. Ça nous sort du match. On se dit « Bah ouais, ils ont fait ça pour que le catcheur monte dessus, donc c'est prémédité, donc c'est faux. Donc on sort du match. » Alors qu'on devrait être en train d'être en mode « Putain, Balor va sauter, ça va être intense. » Et non, on ne pense pas à ça. On pense au fait que ce truc est ajouté là pour rien. Et le pire, c'est qu'ils auraient pu la justifier, cette petite plateforme. Ils avaient la solution juste à côté d'eux. Parce que juste à côté de la plateforme, je ne mens pas, il y a une caméra qui est accrochée à la paroi, au mur. Elle est accrochée à la paroi. Une caméra. Et souvent, j'ai vu les plans de caméra de cette même caméra. Je les ai vus. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'est placer cette caméra accrochée au mur sur la petite plateforme. Pour qu'on se dise, cette plateforme sert à maintenir la caméra. Point. Finn Balor monte dessus, il s'en sert, mais elle est pas là pour Finn Balor, elle est là pour la caméra. Et le problème est réglé. Et la caméra, c'est pas une blague, elle est vraiment juste à côté de la plateforme. C'est dingue, je n'ai pas compris. Tout faisait en sorte pour me sortir de ce match. La blessure de Balor, le démon qui en faisait trop avec ses mimiques, le no-selling, la plateforme, bref, on voit que c'est chorégraphié, ça sort du match. J'avais l'impression de voir un match de la AEW. Dans le sens où je voyais deux gars qui prenaient ultra cher, qui me prenaient énormément de risques pour tout foutre en l'air avec des détails à la con, pour rien. Deux mecs qui se mettent en danger, pour rien. Bon. Edge finit par l'emporter, c'est logique. Parce que lui peut plus facilement élever les autres talents grâce à ses meilleures facultés au micro et à son plus gros star power. Donc c'était à lui de prendre la victoire, c'est logique. Mais putain, c'était pas ouf tout ça. C'était pas ouf. Heureusement, on arrive au main event. Et avant ce main event, je vais boire un petit coup d'eau parce que il y a beaucoup de choses à dire. Nous y voilà. Cody Rhodes contre Roman Reigns pour le championnat indisputé de la WWE et universel. Mon Dieu, il y a tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire. Je vais tout faire dans l'ordre. Le contexte, ce que je pense des catcheurs avant le match, les entrées, le match, le résultat. On va faire tout ça dans l'ordre. Il y a beaucoup de choses à dire. Le contexte, dans un premier temps. Cody Rhodes, Roman Reigns. Roman Reigns, champion depuis plus de 950 jours. Champion invaincu, invulnérable, au sommet du monde, au sommet de la chaîne alimentaire. La hit phénoménale de Roman, le star power phénoménal, il est intouchable. Personne n'est au niveau. Jusqu'à l'arrivée de Cody Rhodes. Cody Rhodes remporte le Rumble.
toute l'histoire au fait qu'il veut terminer l'histoire, que son père n'a jamais été champion et que maintenant c'est à lui, Cody Rhodes, d'atteindre ce stade-là. L'émotion dans les yeux, les promos avec Paul Heyman, les confrontations avec Roman Reigns, le côté personnel que cela prend, Cody Rhodes qui monte la AEW, qui a du star power comme pas possible. On a enfin un babyface en qui on croit véritablement, qui unit tout le monde. Drew McIntyre a vu un petit peu ça à Clash de Castle. On y croyait pour Drew McIntyre. C'est la seconde fois qu'on y croit au babyface qui affronte Roman Reigns. C'est la seconde fois qu'on y croit. Et on y croit encore plus. Ça ne peut être que là. WrestleMania, la plus grosse scène de tous les temps, le plus gros babyface de la compagnie face au plus gros heel de la compagnie. Les deux plus gros stars face à face. On est face à un énorme match. Un des main events de WrestleMania les plus anticipés des temps modernes. Et allons-y pour les entrées. Kingdom, la musique de Cody Rhodes. Waouh, ça explose. Les feux d'artifice, les pyros, la foule qui pop. La femme de Cody, Brandy, qui est ici. Il y a aussi la mère de Cody, je crois, sa sœur. Le fils de Brody King. Le fils de Brody King est présent. Brody King, qui est un ami de Cody Rhodes, il est présent et Cody lui remet sa ceinture. C'est magnifique ce qui se passe. Et il y a beaucoup d'émotions dans les yeux de Cody. C'est beau ce qui se passe. Arrivée ensuite de l'antagoniste, du heel, Roman Reigns. Beaucoup de piano, une entrée un peu mafieuse. Très classe, très menaçant, très sobre. Les deux sont face à face, la foule est à fond. Le babyface fonctionne, le heel fonctionne. Encore une fois, les deux plus gros stars de la compagnie sont prêtes pour un match. Et j'aurai le temps qui reste. Et il reste plus de 40 minutes de show. Et on va avoir 35 minutes de match. Un main event à la hauteur en termes de durée. Et 35 minutes, c'est long. Et ils ont pris le temps pour raconter une histoire, pour travailler la foule. Roman est toujours aussi bon en heel. Il se dégage énormément de hits. Il sait prendre son temps. Il sait travailler la foule. Il sait les calmer. Mais en face de lui, Cody Rhodes fait un travail exceptionnel en tant que babyface pour lui soulever cette foule, en hurlant, en crispant ses muscles. L'énergie est dingue, l'émotion est présente. Et à chaque fois que Roman rebaisse la foule, Cody la relève. C'est exactement ce qu'il faut. Tous les deux, ils font un travail de dingue. Et il n'y a pas de fioriture pendant ce match. Il n'y a pas de coups en trop, de mouvements en trop, de coups qui ne fait aucun sens. Les deux s'observent beaucoup. Les deux se lancent des offenses basiques, mais efficaces et puissantes. Aucune offense n'est laissée au hasard. Toutes font sens et toutes ont un impact sur le match. On est sur un véritable combat stratégique, d'endurance, de puissance, d'intelligence. Les deux sortent du ring à un moment, mais l'arbitre n'est pas enterré. L'arbitre va pas, le match, ils vont pas se battre dans la foule pendant des lustres, etc. sans se faire disqualifier. Non, ils sortent, mais l'arbitre compte tout le temps. Et à chaque fois, ils doivent remonter dans le ring pour casser le temps. Il y a une vraie tension à ce niveau-là. On est sur un réalisme. Ils doivent respecter les règles. C'est logique. Et on a Solo Sikoa qui est au bord du ring avec Paul Heyman. Et Solo, dès le début, contrairement au match de Roman Reigns où il a tendance à intervenir à la fin, ici, dès le début, Solo intervient. Ça change un peu la donne. Ça montre que Roman Reigns, quelque part, est un peu plus inquiet de Cody Rhodes que de ses autres adversaires, puisque Solo intervient dès le début. Donc, Solo intervient pour poser problème à Cody Rhodes avec notamment un coup de chaise dans les côtes alors que l'arbitre avait le dos tourné que Cody va vendre tout du long. On comprend que cette attaque au niveau des côtes avec la chaise l'a terriblement gêné pendant tout le match. Et un peu plus tard, il a volé la ceinture de Cody à Brody Jr., au fils de Brody King, pour mettre un putain de coup de ceinture dans le dos de Cody que Cody a vendu comme pas possible. C'était génial encore une fois. Mais là, c'est le coup de trop, l'arbitre l'a vu, et l'arbitre sort Solo du ring. Solo Sikoa est hors de l'équation. Un membre de la Bloodline en moins. Cody, un peu plus tard dans le match, parvient à contrer Roman Reigns et l'envoie à travers la table des commentateurs en l'envoyant valser au-dessus de lui. Grosse pop de la foule. Il retourne dans le ring, et alors que Reigns tient la ceinture de Cody Rhodes pour le fracasser avec, Cody contre avec un super kick, puis le premier crossroads. Compte de 2. Fou. On est chaud, on y est, on va commencer avec les gros mouvements à partir de ce moment-là. Roman Reigns remonte, il contre, il place le finisher du Rock, le Manhandle Slam, sur Cody Rhodes, compte de 2, pop de la foule. On a une tentative de Superman Punch, mais Cody contre et place un putain de
pedigree, le finisher Triple H, énorme pop, compte de 2. Énorme pop parce que Cody Rhodes l'avait teasé plusieurs fois ce coup. On connaît son rapport avec Triple H, le fait qu'il avait fracassé le trône à la AEW, le fait qu'il revient ici, le fait qu'ils aient des échanges lors du Hall of Fame, que c'est le plus gros babyface, c'est le business. Et plusieurs fois, il avait teasé un pedigree sans jamais vraiment le faire. Là, enfin, il place un pedigree et c'était le parfait moment pour le faire et le parfait endroit. La pop était dingue. Bref, mais compte de 2. On a une tentative de spear de Roman Reigns, mais Cody Rhodes contre avec un figure 4 leg lock sur Roman Reigns. Le ceiling est génial, ils prennent le temps, la douleur est palpable. Roman Reigns retourne la prise de soumission pour que Cody Rhodes la subisse, mais Cody attrape les cordes. Cody est maintenant sur la 3ème corde. Il saute sur le champion, ce dernier esquive et boum, il place un spear. Le finisher, 1, 2, Cody kick out. La foule est complètement on fire, on est on fire aussi, et Reigns commence à être frustré. Et là, le match va devenir un peu plus intense. Il est très frustré, il commence à être en colère, et il commence à envoyer une série de punch extrêmement agressifs sur Cody Rhodes. C'est vraiment intense qu'on regarde. Et là, il le relève et place sa guillotine. La prise soumission qui a endormi plus d'un adversaire de Roman Reigns. Cody scelle, il est en train de succomber, de s'évanouir, mais il se bat, il lève le poing, et Roman Reigns du coup directement, il l'emmène au sol, il serre plus fort, il met les jambes, il encercle, il encercle Cody Rhodes avec ses jambes, j'ai pas de meilleur moyen de le dire, et il serre plus fort. Mais Cody n'abandonne pas et parvient tant bien que mal à s'extirper de la guillotine. Je crois que c'est la première personne à le faire, la foule elle pop comme pas possible. Peut-être que Bryan Danielson l'avait fait une fois, je sais plus, mais en tout cas Cody le fait. Et Cody, à son tour, c'est à lui d'envoyer une série de punchs brutaux et intenses sur Roman Reigns. On se croirait à l'UFC, c'est fantastique. Sauf que l'arbitre n'est plus dans le ring à ce moment. Cody prépare un crossroads, il est prêt à anéantir Roman Reigns, mais les Usos interviennent évidemment. Super kick sur Cody Rhodes, puis Wandy, Cody Rhodes est KO. Sauf que Sami Zayn et Kevin Owens interviennent avant que tout ne dégénère pour changer la donne. Ils extirpent les Usos et c'est à leur tour de se venger. Hop, stunner sur Roman Reigns suivi d'un Helluva Kick. Les deux adversaires, Cody Rhodes et Roman Reigns, ont pris autant cher et Sami et Kevin s'occupent des Usos. Les Usos sont hors de l'équation. Il n'y a plus personne. Roman Reigns n'a plus personne. Il est livré à lui-même face à Cody Rhodes. Et on y croit, le climax arrive enfin. Le champion n'a jamais été dans une position aussi vulnérable. Et il s'échange une série de coups qui extrêmement puissant qui les fait tituber à chaque fois. La foule fait ou pour Roman Reigns, la foule acclame Cody Rhodes, la foule est complètement dedans, on est accroché et les deux lutteurs sont au bout de leur vie, ils n'ont plus de jus et ils continuent de se battre. Cody arrive, il reprend le feu et là il place les mouvements signature de son père, les jabs, beaucoup de jabs, le bionic elbow sur la tête. Et là, il se place pour le crossroads et le place. Il garde la prise de Roman Reigns. Il se prépare pour un second crossroads et se relève pour un troisième crossroads pour la victoire. Sauf que Paul Heyman intervient pour distraire l'arbitre. Et c'est là que Solo Sikoa revient après s'être fait évincer par l'arbitre. Il revient en cachette pour livrer un Samoan Spike sur Cody Rhodes. Cody Rhodes lâche la prise du crossroads sur Roman Reigns qui reprend ses esprits. Roman fait un aller-retour dans les cordes. Énorme spear. 1, 2, 3. Et Roman conserve. La clim est énorme. Moi, devant mon ordinateur, j'ai lâché un... Non. Non, j'y croyais pas. Je n'y croyais pas. Et nous sommes tous choqués. Absolument choqué. En effet, ce WrestleMania, bien que très très bon dans l'ensemble, était trop prévisible. Trop prévisible. On s'attendait à beaucoup de résultats qui sont arrivés. Il fallait nous surprendre et ils ont décidé de nous surprendre ici. L'histoire qui nous a été racontée, c'est que on aura beau faire quoi que ce soit, les lutteurs auront beau faire quoi que ce soit, Roman Reigns est intouchable. Et comme il l'avait dit en interview face à Ariel Helwani, il ne perd pas. Et même le babyface le plus talentueux et le plus plausible pour lui succéder depuis le début de son règne n'a pas réussi à le battre sur la plus grande scène de toutes.
avec toute l'histoire, avec toutes les promos, avec toute la hype, avec toute l'émotion, même ce babyface-là n'a pas réussi à détrôner Roman Reigns. C'est chaud. Une fois que l'on digère ce résultat, on repense au match. Et il faut avouer, il faut le dire, ce match était une véritable réussite. Cody Rhodes et Roman Reigns ont réussi à faire mieux que Rhea Ripley et Charlotte Flair. Et il fallait le faire. Il fallait le faire. Je pense que c'est le match qui m'a fait dégager le plus d'émotion depuis ce début d'année. Je pense que ce match est meilleur que le MJF contre Bryan Danielson en termes d'émotion pure, en termes d'ascenseur émotionnel, en termes d'implication émotionnelle. La fin peut paraître décevante, oui, et elle est décevante la fin. Mais c'est ce que la WWE voulait que vous ressentiez. Et je ne sais pas dans quelle direction ils vont aller. Pourquoi cette décision ? Comme je l'avais dit plus tôt, pour moi, la seule chose qui justifie d'un point de vue créatif que Roman Reigns batte Cody Rhodes, c'était de une, pour établir un record, dépasser les 1000 jours, et de deux, juste pour iconiser encore plus Roman Reigns, pour le rendre encore plus intouchable, pour vraiment dire que oui, il est au-dessus des chaînes élémentaires, il est au-dessus de tout, c'est le boss final, c'est la plus grosse de la compagnie, et il sera à jamais indétrônable. C'est les deux seules raisons que je vois pour ça. Donc je ne sais pas où ils vont aller. Et je ne sais pas d'où vient cette décision. Est-ce que il y a des plans clairs pour la suite ? Est-ce qu'ils savent où ils vont avec cette décision ? Est-ce que c'est clair maintenant, sur les 6 prochains mois ? Est-ce que c'est une décision de Vince McMahon qui a repris un peu de pouvoir ? Ou bien est-ce que c'est une décision de Triple H ? Est-ce que c'est une décision qui a été influencée par ceux qui ont acheté la WWE récemment ? Est-ce que cette décision était prévue depuis le début ? Nous n'en savons rien. Nous verrons bien ce que l'avenir nous dira. Mais une chose est sûre, Cody Rhodes et Roman Reigns doivent se réaffronter. La raison est simple, c'est que Roman Reigns n'a plus personne en face de lui. Cody est le seul véritable prétendant plausible au titre. C'est le seul. Et s'il ne se raffronte pas, ça veut dire que Roman Reigns doit tenir son titre pendant encore plus d'1 an, jusqu'à ce que quelqu'un avec le star power et le talent de Cody Rhodes en babyface, une nouvelle personne qui a cette même hype, lui arrache ses titres. Ou alors ça n'arrivera jamais, et Roman Reigns restera invaincu jusqu'à la fin de son règne, quand lui-même aura décidé de mettre fin à son règne, quand il aura lui-même décidé de lâcher ses titres. Et marquer ainsi l'histoire. Nous verrons bien. S'il faut parler que du match et des émotions, tout ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont pas démérité. Ils ont fait l'un des meilleurs main events de WrestleMania depuis un bon bout de temps. C'était une dinguerie, c'était 34 minutes de classique. C'était fou. Drew McIntyre contre Roman Reigns était mon match préféré de la carrière de Roman Reigns pour une défense de titre. Je pense que ce match lui est arrivé à la hauteur, si ce n'est qu'il l'a dépassé. C'était dingue. Et c'est ainsi que se conclut ce WrestleMania 39 sur la surprise générale avec un bon coup de clim. Et je pense que ce WrestleMania restera dans les annales. Cette nuit 2, d'un point de vue global, était moins réussie que la nuit 1. La nuit 1 était beaucoup plus consistante en termes de qualité de match. Celle-là avait ses faiblesses, hein, le Fatal 4-Way féminin, le Miz contre Shane McMahon avec Shane qui se blesse, le Edge contre Finn Balor qui était clairement décevant et pas à la hauteur, Asuka Bianca Belair qui était sympa sans plus. On a juste eu Brock Omos et le championnat intercontinental qui étaient à la hauteur de cette soirée, mais le main event était vraiment fantastique. On a eu un main event à la hauteur, ils n'ont pas démérité, ils ont pu surélever et réélever le niveau de cette nuit 2. C'était un très bon WrestleMania. Et c'est donc la fin de cette saison de la WWE. Le Raw après WrestleMania va montrer dans quelle direction ils vont aller maintenant. Je pense que beaucoup de réponses à nos questions vont avoir lieu sur les décisions qui ont été prises, en particulier sur les décisions concernant la Bloodline. Où est-ce qu'ils vont aller ? Je pense qu'il faut regarder Raw demain pour le savoir. C'est un beau geste de la WWE, c'est un geste surprenant, mais Cody Rhodes est un immense babyface. Roman Reigns est une immense star, est un immense champion. Les deux marquent l'histoire.
Bref, c'était Kozak, c'était tout pour ma review de WrestleMania. J'espère que vous avez beaucoup aimé cette soirée. On se retrouve demain pour parler du Raw après WrestleMania et enfin terminer ce gros week-end riche en émotions. Prenez soin de vous, bande de fans de catch.